Mais cet idiot, vous savez, George Bush, George W. Bush, qui a regardé dans les yeux de Poutine et a fait sa fameuse déclaration qu'il est maintenant son homme en qui il peut avoir confiance, etc., etc. Bon homme. Poutine a été le premier à appeler George W. Bush le 11 septembre. Alors Poutine a dit, George. Il s'appelait George et Vlad. George, il a dit, eh bien, toute ma sympathie, quoi que ce soit, je suis avec vous, oui, et je vous soutiendrai dans votre lutte contre le terrorisme dans le monde, a-t-il dit. Au fait, il a dit, je sais que vous voulez allouer des bases militaires en Asie centrale. Eh bien, moi-même, je parlerai à tous les dirigeants là-bas pour le faire. Il a parlé et ils l'ont fait, si vous vous souvenez. Bonjour à tous, c'est Pascal des études de neutralité, et aujourd'hui je parle avec deux collègues de Géorgie, notre bon ami Lasha Kasradze, qui a été ici dans cette émission de nombreuses fois auparavant, et pour la première fois, le Dr Peter Mamradze. Le Dr Mamradze est en fait un physicien de formation scientifique qui est devenu politicien après l'indépendance de son pays de l'URSS en 1991. Il a été chef de cabinet de l'ex-président de la Géorgie, Eduard Shevardnadze, et membre du Parlement géorgien pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, nous voulons parler des 30 dernières années de politique post-soviétique dans l'espace post-soviétique et de ce que nous pouvons apprendre de cette période. Lasha, Peter, bienvenue. Merci Pascal, merci. Eh bien, c'est fantastique de vous avoir ici, Dr Mamradze. Je voulais vraiment vous interroger aussi sur votre expérience. Nous avons déjà été ensemble sur un panel et j'ai trouvé vos questions et vos idées très précieuses. Comment expliqueriez-vous la trajectoire politique de la Géorgie et de toute la région du Caucase après la dissolution de l'Union soviétique? Que pensiez-vous qu'il se passerait à l'époque, vous savez, en 1991, quand tout a changé? Et avec le recul, qu'en pensez-vous maintenant? À partir de cette année, la perestroïka de Gorbatchev, vous savez, depuis 1985, le soi-disant mouvement national a commencé à émerger en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Arménie. Simultanément, des conflits ont commencé dans cette région. Lorsque l'URSS, eh bien, en 1991, disons, a disparu, même avant cela, il y avait des gangs et des groupes paramilitaires en Géorgie. Vous connaissez les conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ils ont commencé dans les dernières années de l'URSS. Les scientifiques disent que l'une des principales causes de l'incapacité de l'URSS à réunir les républiques était le conflit du Karabakh. C'était le premier signe ici. Alors ici en Géorgie, le nationalisme était en hausse, vous savez, sous une mauvaise forme. Disons que Gamsakhurdia a été élu président. Gamsakhurdia criait que, vous savez, qui sont les Ossètes? Ce sont des porcs européens, ces Ossètes, des cochons. Nous devons les chasser du tunnel de Rocky, etc. Ou qui sont les Abkhazes? Nous devons aller là-bas à la mer Noire et les jeter dans la mer Noire et, vous savez, débarrasser et nettoyer la Géorgie de ces gens, etc. Et les gens applaudissaient cela. Ils applaudissaient. Il a été élu président. De telles époques. Et puis il a été très vite, il a été élu en 1991 au printemps, mais déjà en décembre, une guerre a commencé à Tbilissi. C'était un putsch. Ainsi, sa propre garde nationale, créée par Gamsakhurdia, et il a nommé son camarade de classe, qui était un criminel et qui a passé des années en prison, à la tête de la garde nationale. Mais après que Gamsakhurdia ait essayé de dissoudre cette unité de la garde nationale le 19 août, pendant le putsch, un général russe est arrivé de Moscou à Tbilissi et lui a dit, en tant qu'ancien agent du KGB, Gamsakhurdia, maintenant tu dois le faire. Et Gamsakhurdia a été le seul dans l'URSS à obéir immédiatement et à dissoudre. Et ils ont désobéi, ils ont quitté Tbilissi, puis ils sont revenus, et cette guerre civile a déjà commencé en décembre.
civil war started already in December. And then what I remember quite well because I Et puis, ce dont je me souviens très bien, parce que j'étais à Saint-Pétersbourg et que je suis revenu faisant mon doctorat là-bas, je ne suis revenu qu'en mars 92. La police, dans toute la Géorgie, était entre les mains de groupes paramilitaires et de gangs, de vrais gangsters. Ils avaient toutes les munitions, les soi-disant voitures blindées qu'ils avaient, ainsi que les lanceurs anti-chars, les mitrailleuses et les kalachnikovs, etc. Et la police était totalement désarmée. C'est vraiment difficile de se souvenir de ces jours-là parce qu'ils entraient dans les familles, les tuaient, leur prenaient tout, vous savez, volaient et violaient de petites filles, etc. Et la police, elle était absolument désarmée et eh bien elle n'avait aucune force pour s'opposer. Et Shevardnadze est arrivé le 19 mars. Il a été demandé par les putschistes, par le soi-disant conseil militaire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le cabinet des ministres, je veux dire le personnel, l'état profond, ils travaillaient encore. Et ils avaient des chiffres montrant qu'il n'y avait pas de farine à Tbilissi pendant 3 ou 4 jours, qu'il y avait des problèmes d'électricité et de gaz, etc., etc., etc. Et quelqu'un devait tout gérer. Et ils étaient à court d'argent, de tout, et on leur a refusé l'entrée à l'ONU, je veux dire la Géorgie. C'était, disons, le 4 mars. Ils ont accepté l'Arménie, ils ont accepté l'Azerbaïdjan, mais pas la Géorgie. Pas de parlement, pas de président. Il s'est enfui en janvier. Alors ils ont décidé de ramener Shevardnadze et de l'utiliser comme une sorte de décor pour les étrangers. Donc Shevardnadze a dû faire appel aux États-Unis, à ses amis et aux amis européens. Il était tellement populaire à cette époque. Et il a fourni une aide humanitaire, projetant cette image de la Géorgie et rien d'autre. Ils étaient extrêmement sérieux quant à garder le pouvoir entre leurs mains. Des gars comme Kitovani, qui était vice-premier ministre, ministre de la Défense et chef de la garde nationale. Son ami Sigwa, le premier ministre, et Jaba Yosseliani, l'une des figures les plus colorées de cette situation de banditisme, de situation de gangster en Géorgie. Il était un ancien soi-disant voleur dans la loi. À l'époque soviétique, il a passé environ 30 ans en prison pour cambriolage, pour tentative de meurtre, vous savez. Pour lui, des choses comme, vous savez, je me souviens d'un de ces cas à Leningrad, à Saint-Pétersbourg. Ils ont volé une femme et il a essayé de lui prendre une bague de son doigt, mais vous savez, la bague était trop serrée, alors il a sorti son grand couteau, lui a coupé le doigt avec la bague et l'a mise dans sa poche. Je le connaissais personnellement bien. Des personnalités incroyables. Jaba est un bon écrivain, il était docteur en, vous savez, art, oui. D'ailleurs, il était, vous savez, disons, docteur en, comment bien le dire, la science des arts. Oui, si je peux le dire, vous savez, un très bon expert du théâtre, etc. En même temps, c'était un gangster bien connu, l'un des voleurs célèbres en URSS dans son passé. Alors ils ont demandé à Shevardnadze de venir et une nouvelle ère a commencé, mais Shevardnadze n'a pas pu. Comment est-il possible, laissez-moi demander, que ce groupe de personnes ait réussi à obtenir autant de pouvoir à Tbilissi lorsque l'Union soviétique s'est effondrée? Parce que l'Union soviétique avait globalement le contrôle de la Géorgie. Je veux dire, ce chaos n'était pas là quand vous avez quitté la Géorgie pour Saint-Pétersbourg, n'est-ce pas? Georgia for St. Petersburg, right? Eh bien, je venais bien sûr et j'étais vraiment intéressé, j'étais physicien, je n'avais aucun lien direct avec un groupe politique, mais c'était tellement intéressant pour moi de suivre et d'analyser tous ces événements. C'était incroyable. Pas à pas, vous savez, ce 9 avril 1989, et des gens ont été tués à Tbilissi. Vous savez, peut-être ce jour-là, le 9 avril, des gens ont été tués, les manifestants. Ils protestaient parce que l'Abkhazie voulait quitter la Géorgie. Oui,
Et donc l'armée russe est venue, et il y avait des Géorgiens dans le comité central local géorgien qui ont exhorté Moscou à envoyer des troupes. J'avais ces documents entre les mains. Ils envoyaient câble après câble. Vous savez, ils étaient tous très corrompus. Aucun d'eux n'était un vrai communiste, sauf un homme qui était à la tête des troupes frontalières, un général, et il était un communiste vraiment fou. Il rêvait, vous savez, des idées du grand Staline et du grand Beria, et il disait toujours que Gorbatchev et Shevardnadze avaient trahi ces grandes idées du Parti communiste. Vraiment. Mais les autres étaient juste corrompus. Alors ils appelaient les troupes russes arrivaient, et vous savez, disons, ils dispersaient la manifestation, et 21 hommes et femmes ont été tués, la plupart d'entre eux des femmes. Le sang a coulé, et le même jour, l'escalade a commencé en Géorgie. Quiconque criait plus fort, traitant les Russes, vous savez, d'occupants sanguinaires, était considéré comme plus patriotique après cela. Il y a eu des changements, mais le premier secrétaire Yashvili a quitté son poste, et le chef du KGB, le général Gumbaridze, un homme relativement jeune, a été nommé, bien sûr, par Moscou comme premier secrétaire du Parti communiste. Un homme modéré. Et il savait que, vous savez, soit vous deviez utiliser la force et provoquer un autre bain de sang, soit vous deviez simplement suivre les événements. Vous savez, les événements, mon cher garçon, les événements. Comme l'a dit Macmillan, vous savez, le Premier ministre de la Grande-Bretagne, quelqu'un après la crise de Suez, oui. Maintenant David Remnick, si vous connaissez son nom, est le rédacteur en chef de The New Yorker. Mais à cette époque, il était juste un journaliste très populaire et compétent. Il a écrit cela, vous savez, le tombeau de Lénine, et a obtenu son prix Pulitzer. Il est arrivé en Géorgie peu après. Eh bien, c'était en octobre 92. Désolé, le 19 octobre. C'était les premières élections, des élections libres, avec de nombreux partis en Géorgie. Alors, il a écrit un excellent article. Je peux vous l'envoyer. Et il a dit qu'il y a une odeur de liberté partout en Géorgie, et que les partis politiques sont libres et qu'ils se concurrencent. Mais c'est la liberté de la famille Corleone se battant contre Tattaglia. C'est la liberté politique géorgienne, a-t-il écrit. Il avait absolument raison. Il a immédiatement vu que les gars étaient armés, tous avec des armes, le gang de Gamsakhurdia, le gang de Giachanturia, et tous cherchaient des armes, vous savez. Est-il juste de dire que l'effondrement de l'Union soviétique a laissé un vide politique en Géorgie, qui a ensuite été immédiatement comblé par les personnes ayant le plus d'argent pour acheter le plus d'armes, et que cela a causé plusieurs années de violence interne? Bien sûr, c'est intéressant. Nous avions une brillante intelligentsia en Géorgie. Écrivains, cinéastes de renommée mondiale, par exemple, ceux qui n'ont pas reçu de prix à l'étranger, etc. Nous avions quelques scientifiques, mais tous ont été réduits au silence parce que c'était une sélection négative. C'était une escalade du nationalisme. Et quiconque criait plus fort que maintenant, nous devons nettoyer la Géorgie de tous les Abkhazes, Azéris, Arméniens. Quiconque, surtout les Ossètes, était plus applaudi. Quiconque disait que toute cette intelligentsia, ce sont des agents du KGB, ce sont tous des communistes. À bas les communistes, vous savez. C'était donc l'esprit général en Géorgie. Je me souviens de Valerian Advazov, qui était un bon scientifique et économiste, et il s'est présenté contre le candidat de Gamsakhurdia à la présidence. Il a obtenu environ 4% ou 3%, je me souviens plus. Gamsakhurdia a obtenu ses 87%, je pense. Et Advazov, des années après, me disait, tu te souviens de ces années, il m'a dit cette situation. Le slogan de Gamsakhurdia était « Allons en Abkhazie et jetons tous les Abkhazes dans la mer Noire ». Oui. Donc, ce que je devais dire pour être plus populaire,
Je devais dire qu'il fallait d'abord tous les tuer. Et ensuite, dire qu'il fallait jeter ces cadavres quelque part, parce qu'il fallait être plus extrémiste, vous savez, plus radical, pour gagner en popularité. Oui. C'est comme ça que ça fonctionnait en Géorgie. Permettez-moi de demander, Lasha, cela fait-il partie de l'histoire géorgienne, ce nationalisme très toxique dirigé contre les minorités? Est-ce encore rappelé aujourd'hui que c'est ce qui s'est passé? Absolument pas. À mon avis, bien sûr, Lasha peut exprimer son opinion. Absolument pas. C'était très intéressant, et je ne peux pas vous dire pourquoi. Je pense que je comprends. Vous savez, je vais faire court. C'est une longue histoire, et je dois dire les choses principales juste pour vous donner une idée de la situation, d'accord? Mais je peux y répondre. Parce que, juste pour ajouter, tout cela fait partie du processus qui a ensuite conduit à la résolution, selon laquelle des forces de maintien de la paix russes seraient stationnées en Abkhazie et en Ossétie afin de maintenir la paix, n'est-ce pas? Afin d'arrêter le bain de sang. Lasha, comment cette partie de l'histoire géorgienne est-elle perçue aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, M. Mamradze a tellement d'expérience et de témoignages directs de tous ces bouleversements dans la période immédiate après l'effondrement de l'Union soviétique et tout le chaos qu'il vient de décrire en Géorgie. J'aimerais répondre à cela par une question, en fait, car je suis également intéressé. Vous venez de mentionner, vous savez, ce que nous avons tous connu. Je suis assez vieux pour me souvenir, vous savez, de ce nationalisme, Gamsakhurdia. La Géorgie est pour les Géorgiens. Vous savez, nous nous en souvenons tous. J'aimerais penser que ce n'était qu'une aberration dans l'histoire géorgienne, plutôt qu'une tradition de nationalisme, en termes d'ethno-nationalisme. J'aimerais le considérer comme une aberration, comme une sorte de moment, un moment peut-être laid. Et ailleurs, des choses bien pires se sont produites dans toute l'Europe en termes de nationalisme. Mais mon commentaire et ma question sont les suivants. Dans quelle mesure cela a-t-il contribué? La Russie a-t-elle contribué à cela? Et au début des années 90, quelle a été la réaction de Washington? Principalement alors que l'Union soviétique s'effondrait, tout le monde paniquait, principalement à cause de l'arsenal d'armes nucléaires. Il voulait donc, en quelque sorte, contrôler la Russie. Mais selon vous, qu'est-ce qui a politiquement contribué à cela, en termes de dispositions politiques de Washington? Alors Bush Senior, par exemple, et d'autres en Occident, mais particulièrement à Washington. Comment pensez-vous qu'il percevait ce qui se passait au début des années 90? Était-il préoccupé par le fait que cela allait devenir incontrôlable? Et était-il principalement préoccupé par le fait de calmer cela? Vous savez, le nationalisme de Gamsakhurdia, en quelque sorte apaiser ces éruptions, dans le but d'accomplir un objectif plus grand, une sorte de vision plus large en termes de trouver ou de passer à la Russie post-soviétique de manière plus stable. Et pensez-vous que les politiciens occidentaux et les gens à Washington considéraient principalement la Géorgie ou toute autre république qui pourrait devenir incontrôlable, c'est-à-dire qui pourrait éclater dans une sorte de nationalisme comme un obstacle? Et c'est ce qui m'intéresse. Peut-être que nos auditoires aussi trouveraient ce genre d'informations utiles pour mieux comprendre, parce que la Géorgie a probablement été l'une des premières à entrer dans cette ferveur nationaliste. Mais la réaction de l'Occident, Monsieur Mamradze, quelle est votre analyse à ce sujet? Puis-je d'abord répondre à la question principale, vous savez, au début, à propos de la nation d'Israël? Oui. Et puis, vous savez, j'ai fait mes remarques et ensuite je suivrai. Eh bien, c'est intéressant. La Géorgie était si tolérante.
C'était un exemple de tolérance, bien connu. Même lorsque les Azéris et les Arméniens se battaient vraiment les uns contre les autres, disons au début du XXe siècle, les Géorgiens ont immédiatement réagi. Il y avait de nombreux Azéris et de nombreux Arméniens. Ils ont immédiatement arrêté cela. Ainsi, Tbilissi était une ville où l'on disait que même les sunnites et les chiites se tenaient à Tbilissi, sur le marché, vous savez, proches les uns des autres, côte à côte, et ne se querellaient jamais. Maintenant, Tbilissi était une ville internationale, et les Géorgiens ethniques représentaient moins de la moitié de la population de Tbilissi. C'est difficile à croire. Mais ce n'est qu'en 1966, quand j'avais 14 ans, que les Géorgiens ethniques ont égalé les uns à Tbilissi. Avant, ils étaient moins de la moitié. Il y avait des Arméniens, des Russes, des Azéris et bien d'autres. Et d'ailleurs, il y avait parmi eux des personnes éminentes, des scientifiques bien connus, des compositeurs, des gens de l'art, etc. Mais il y avait un flux constant des villages géorgiens vers Tbilissi. La population de Tbilissi augmentait, non pas à cause du taux de natalité des Géorgiens, mais parce que de plus en plus de gens venaient des villages. Cette culture à Tbilissi changeait sous mes yeux. C'était, disons, la ruralisation de Tbilissi, et de manière très rapide. Par ruralisation, j'entends plus une psychologie et une mentalité de campagne, de fermier. Quelle période encore? Quelle période était-ce? Ce n'est qu'en 1966 que Tbilissi est devenu 50% de Géorgiens ethniques et 50% tous les autres ensemble. Only in 1966, Tbilisi became 50-50. 50% of Georgians, ethnic Georgians, and 50% all others together. J'avais 14 ans. 14. Vous avez utilisé le mot ruralisation ou rustification. Désolé, je n'ai pas rustique. Rustification. Rustic, you know this word. Rustic means, Rustique. Vous connaissez ce mot rustique signifie, vous savez, quelqu'un de la province, du village. Oui, rustification. Oui. Donc ces gens n'étaient pas si tolérants et pas si habitués à vivre avec des Arméniens, des Azéris, des Russes et d'autres. Oui. Mais un autre point est très important. À cette époque, l'économie noire, ou économie de l'ombre, a commencé à prospérer en Géorgie. Et la Géorgie est devenue le champion de l'économie de l'ombre et un flux constant de liquidités vers la Géorgie. Et les Géorgiens étaient les personnes les plus riches de l'URSS. C'était bien connu. Les Géorgiens étaient considérés comme des hommes dont les poches étaient pleines d'argent, etc. Je me souviens que notre très bon écrivain, Jayashvili, disait que l'époque a commencé à la fin des années 60, 70 et 80, lorsque quiconque voyageait à Moscou, à Saint-Pétersbourg, Leningrad à l'époque, ou à Kiev, ou dans les capitales des États baltes, et qui visitait leurs meilleurs restaurants, les plus à la mode et touristiques, disons, ou d'autres hôtels, en ressortait avec une conviction, que les Géorgiens sont les personnes les plus riches de l'URSS. Et même plus, les Géorgiens sont, disons, la majorité de la population. Je me souviens de ces années. Vous savez, tous ces meilleurs hôtels étaient pleins de Géorgiens. Et vous savez, les Géorgiens qui vendaient des citrons, des fruits, des fleurs, peu importe, à Moscou sur ces, disons, 3 marchés, me disaient « Nous venons chaque année, et chaque année nous repartons avec une nouvelle voiture Jiguli. » Personne d'autre n'était capable de le faire. Seulement les Géorgiens, vous savez. Alors, le stéréotype du citoyen soviétique, oui, soviétique géorgien. Oui, donc, ça a commencé. Ça a commencé par « Qui sont les Russes ?» Ce sont des ivrognes et des clochards. Comme vous savez, les clochards en anglais, ils sont spéciaux, comme vagabonds ou autres, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Qui sont les autres? Donc nous, ceux qui sont vraiment bons, sont géorgiens. C'était la mentalité qui a commencé à se former dans les années 60 et 70 en Géorgie, car la Géorgie était considérée comme une meilleure partie de l'Union soviétique. La meilleure partie
et vous savez, les meilleures personnes. Disons que l'équipe de football géorgienne a remporté, vous savez, la Coupe d'Europe en 81. Et Shevardnadze, en tant que premier secrétaire, était derrière cela, parce qu'il a fait un travail incroyable en finançant, vous savez, le sport, etc., etc. Une autre preuve que nous sommes les meilleurs, etc. Je me souviens de ces sentiments. Et maintenant, ils ont commencé à dire, regardez, maintenant nous sommes absolument entre les mains de la Russie, Moscou. Et nous nous en sortons si bien. Voitures, maisons privées, vous ne le croiriez pas, selon les mètres carrés des appartements privés. La Géorgie était, vous savez, comme faisant mieux que, vous savez, n'importe quelle autre république de l'URSS. Ces chiffres sont documentés et, vous savez, publiés. L'une des raisons était que 6% des terres étaient encore entre les mains des paysans. C'était environ 2% en moyenne en URSS, mais il restait comme 6%. But in Georgia, it remained like 6, and the 6% of land was giving Georgia. Et ces 6% de terres ont été donnés aux paysans géorgiens, comme, vous savez, 75% de toute la récolte, parce que cette terre de kolkhoz n'était que des friches, vous savez. Et ces produits, citrons, fleurs, peu importe, étaient tellement demandés à Moscou, dans d'autres villes, vous savez. Donc c'était, vous savez. Maintenant, vous connaissez les prix soviétiques. Un billet pour Moscou aller-retour coûtait à l'époque environ 20 roubles. Un citron coûtait 6 roubles. 3 citrons, vous alliez et reveniez de Moscou. Oui, âge d'or pour ces Géorgiens plutôt peu éduqués de culture assez basse. Mais l'argent a commencé à affluer partout. Je donnais des cours particuliers de physique et de mathématiques, ayant environ, disons, 6 fois plus de revenus par mois que mon salaire officiel en tant que travailleur scientifique. 6 fois, oui. Cette économie privée, qui ne faisait officiellement pas partie du système soviétique, a commencé à rendre les Géorgiens riches et très corrompus. Toutes ces branches, comme l'éducation, la santé, peu importe. Partout où vous pouviez acheter n'importe quel diplôme, même un diplôme de docteur en sciences. Même en Russie, ils l'achetaient, allaient dans les meilleures universités, revenaient avec un diplôme sans rien faire. Quelqu'un d'autre faisait le travail. L'argent était payé et tout a changé. Tout, disons, le comportement a changé. Parce que dans les années 50 et au début des années 60, c'était une grande honte si quelqu'un était connu pour gagner de l'argent illégalement ou pour accepter des pots de vin. Un médecin, un bon médecin, qui recevait un paiement supplémentaire de ses patients, était honteux parce que, officiellement, la médecine était gratuite en URSS. À la fin des années 60 et au début des années 70, c'était une grande honte de se contenter de son salaire officiel. On your, let's say, sitting on your official wage. So you are starving, you are not able to. Donc vous mourrez de faim, vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit pour votre famille. Oui, donc ces personnes étaient vraiment, vous savez, méprisées par la société. En seulement 10 ans, en 10, 12 ans, cela a changé. L'opinion publique, vous savez, la mentalité des gens, c'était très intéressant. Et maintenant, il y avait cette idée générale, une fois que nous serons libérés de Moscou, de l'URSS, dans 2 ans, nous vivrons mieux que l'Allemagne. Je ne sais pas pourquoi, mais surtout, les Pays-Bas étaient un exemple pour les Géorgiens. Mieux que les Pays-Bas. Je ne sais pas pourquoi les Pays-Bas étaient si souvent mentionnés, mais l'Allemagne, les Pays-Bas, comme vous savez Fukuyama, qui mentionne souvent le Danemark, comment arriver au Danemark. Mais ces Géorgiens disaient que dans 2 ans, nous serons bien en avance sur les Pays-Bas parce que nous faisons si bien sous la main de la Russie. Et une fois que nous sommes libres, eh bien, il y avait des Géorgiens astucieux qui faisaient énormément d'argent. Parmi eux, l'un des responsables d'une institution biologique qui me disait « Ces stupides Géorgiens, nos compatriotes, ils ne peuvent pas comprendre que l'URSS et la Russie sont maintenant une énorme colonie pour nous. Et une fois que nous perdons cette colonie, ce grand marché de main-d'œuvre bon marché, disait-il, un grand marché de n'importe quel bien.
Je veux dire, pour acheter, disons, pour construire des maisons, peu importe. Les gens payaient des prix fixes qui étaient très bon marché et donnaient des pots de vin aux bureaucrates russes parce que les bureaucrates en décidaient. Ainsi, la Géorgie a abordé ce processus de dissolution de l'URSS avec un optimisme incroyable, tellement déconnecté de la réalité que très vite le paradis commence. So cut from reality that very soon paradise starts. And whoever was Puis-je juste intervenir? Je suis désolé d'interrompre, mais juste pour revenir sur le point du nationalisme. Pensez-vous que cela y a contribué à l'époque ou finalement? Bien sûr, vous savez, nous sommes les meilleurs. we are the best. We showed it. We showed in USSR. Nous l'avons montré en URSS. Most able. Nous sommes les personnes les plus capables. So ready. Nous sommes tellement prêts pour le capitalisme et une économie libre. Just obstacles. Et ce ne sont que des obstacles, ces règles russes, règles soviétiques, vous savez. Et nous sommes, vous savez, forcés d'être dans l'ombre, etc. Oui, et une fois que nous serons libres, eh bien les Pays-Bas, d'accord, mais dans 2 ans nous le ferons, vous savez, etc. Cela a duré longtemps. Quand Shevardnadze est arrivé, les gens disaient « Mon ami est physicien, je travaillais dans certains instituts d'élite en Géorgie, observatoire astrophysique, etc. » Et donc il y avait, eh bien notre directeur était président de l'Académie des sciences de Géorgie, donc il y avait des gars de très bonne famille, etc. En fumant des cigarettes, en buvant du café, il disait « Maintenant Shevardnadze est de retour et il introduira le Deutschmark comme monnaie en Géorgie. » And he'll introduce Deutschmark as currency in Georgia. And with all our goods. Et avec tous nos biens, les gens disaient que l'eau minérale de Borjomi, peut-être que Lacha la connaît de l'histoire, l'eau minérale de Borjomi est plus que suffisante pour faire mieux que le Koweït. Eh bien, mais qu'en est-il de notre vin, qui est le meilleur du monde? Le vin, bon, d'accord, Borjomi suffit pour vivre comme au Koweït, sans rien faire. Il y avait des fables sur le Koweït où tout le monde a sa part, etc. Borjomi est plus que suffisant. Mais il y a aussi, vous savez, l'incroyable vin géorgien, et ainsi de suite, le manganèse géorgien de la meilleure qualité, etc. Donc nous y sommes, oui. Et cet esprit que, vous savez, bien sûr, le problème est que tant d'autres nations se sont rassemblées, vous savez, et elles sont, vous savez, ici. Donc c'était prêt pour le nationalisme. And they are, here. So it was ready for nationalism. So is it fair to say that Est-il donc juste de dire qu'à la fin des années 1980, ou dans les années 80, la Géorgie se portait déjà si bien économiquement et ne comprenait pas d'où venait cette richesse, que, avec l'attente que les choses s'amélioreraient encore beaucoup, il semblait naturel de parler de haut à tout le monde et de mal comprendre complètement la situation, en fait. completely misunderstand the situation actually? Absolutely. The man was Absolument. L'homme, c'était un homme intelligent. Bien sûr, il gagnait aussi de l'argent, etc. Mais c'était un homme très gentil. Je veux pas dire son nom. Et il connaissait des gens à Moscou, etc. Il m'a dit, ce directeur d'un institut, il m'a dit, vous savez, regardez, comme je vous l'ai dit, maintenant que l'URSS est dissoute, quand elle se dissout, nous perdrons la source de notre richesse, la source même. Que allons-nous faire? Et puis Svania, qui était, vous savez, des années après président du Parlement, et il était à la tête de notre faction, à la tête des Verts, il est allé à Moscou, et il a rencontré Igor Gaïdar. Vous connaissez Gaïdar, oui? Gaïdar était premier ministre à l'époque de Eltsine, et c'était un grand réformateur, etc. And he was great reformer, etc. So Gaidar told him laughingly, Zurab. Alors, Gaïdar lui a dit, en riant, « Zurab, à notre institut, d'ailleurs cet institut a été créé par un Géorgien éminent, Gishiani, qui était le gendre de Kosygin et membre du Club de Rome, un homme très spécial. Et il a dit, vous savez, nous avons examiné toutes les républiques, et toutes les républiques ont quelque chose à produire pour survivre. Et voici la Géorgie qui s'en sortait incroyablement bien, profitant des autres républiques, d'abord de la Russie. Comme des parasites. Ai-je raison en anglais? Parasite, oui, peut-être un parasite. Parasite, oui, j'aime ça. Une fois que c'est coupé, a dit à Zurab, comment allez-vous survivre? How are you going to survive at all?
And is And that so what what- Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Je veux dire, une fois ce lien dissous, est-ce que c'est de là que vient cette volonté que la Géorgie affirme? Nous devons faire partie de l'Europe. Nous devons avoir un autre marché. Est-ce l'origine? Sure. Is that the Sure. origin? Yeah, origins were, even in Soviet Oui. years. Les origines remontent, vous savez, même aux années soviétiques, quand les gens étaient si positifs à l'égard de l'Occident. Iron Lady. Quand Margaret Thatcher est arrivée à Tbilissi, la dame de fer, tous ses dirigeants, quand ils venaient à Moscou, demandaient généralement à passer au moins une journée à Tbilissi. Tbilissi était populaire. Donc quand Thatcher est arrivée à Tbilissi, toute la ville est descendue dans les rues. Thatcher était avec nous. Margaret a été vraiment choquée par cette hospitalité et les foules criant « Margaret, Margaret, Margaret ». Donc c'était comme, vous savez, disons comme un idéal pour la Géorgie, l'Occident, les soi-disant États FIRBA. Vous savez, la Turquie n'était rien, oui. Un grand État voisin, mais les Turcs, vous savez, ils sont pauvres, ils ne sont pas bien éduqués, mais nous, les Géorgiens, etc., etc. Not well educated, but we Georgians, etc., etc. It was amazing. And now, when Turgut Özal arrived, C'était incroyable. there was no money. Et maintenant, quand Turgut Özal est arrivé en Géorgie, il n'y avait pas d'argent pour faire le plein des voitures du cortège. Alors l'ambassadeur turc a sorti de l'argent de sa poche et l'a donné à notre ministère des Affaires étrangères. Voici de l'argent, les gars. Nous sommes amis. Alors utilisez-le pour, vous savez, la réception, etc. Les choses ont commencé à changer, mais revenaient. Ainsi, le terreau pour le nationalisme se développait. À partir de la seconde moitié des années 60, puis dans les années 70 et 80, il se développait, comme vous savez, certaines fleurs poussent, etc. Et quand Gamsakhourdia a commencé à parler ouvertement, vous savez, comme ça se développait en Allemagne à propos de l'antisémitisme, puis cette Première Guerre mondiale, et cette année-là, et ensuite, vous savez, cette Grande Dépression, et quand Hitler a commencé à dire que, eh bien, ils sont coupables, et c'est tout. Say that, well, they are guilty. And that's it. And those Germans who were living in Germany were Et ces Allemands qui vivaient en Allemagne, eh bien, j'ai parlé à certains d'entre eux, et ils disaient que Adolphe ne faisait que répéter ce que beaucoup de gens disaient. Juste répéter, rien de nouveau. now about Eh bien, maintenant, à propos de la Russie, de Washington et de la Géorgie, eh bien, les Russes regardaient simplement. Il y avait aussi du chaos et de l'anarchie en Russie, si vous vous souvenez. Donc ils utilisaient les services secrets, et une grande partie de ces dirigeants nationalistes, à commencer par Gamsakhourdia, étaient liés au KGB. J'ai eu ce document des années plus tard entre les mains. Et l'un des dirigeants m'a dit, eh bien, peut-être que 70% d'entre nous étaient, vous savez, vraiment des contacts du KGB, d'une certaine manière. Il y a une hiérarchie, vous savez, un agent professionnel est juste un homme qui fournit des informations et juste avec contact, etc. Donc ils peuvent l'appeler, etc. Donc ils l'étaient, la plupart d'entre eux. can call him, etc. So they were, most of them. And as you know, General KGB, who became Georgia's Et comme vous le savez, le général du KGB qui est devenu le ministre de la sécurité de la Géorgie, parce que les Russes ont insisté et ont fait pression sur Shevardnadze pour qu'il le fasse, nous disait confidentiellement, eh bien vous savez les gars, ceux qui sont les patriotes les plus radicaux en Géorgie, ceux qui crient des choses terribles contre la Russie, ce sont tous mes gars. Il le disait en riant. Et quand il s'est enfui, entre autres, j'ai dû lire ces documents et comment ils écrivaient des rapports aux Géorgiens. Ce sont de très 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 grands patriotes de la Géorgie. Une partie d'entre eux est encore là. Donc les Russes étaient, vous savez, plus neutres qu'actifs, mais ils gardaient juste, vous savez, ces leviers. Et bien sûr, certains d'entre eux pensaient à l'avenir. Et c'est un fait qu'il y avait beaucoup de forces spéciales de sécurité impliquées dans la situation en Abkhazie et en Ossétie du Sud. C'est vrai, je leur ai parlé. This is true. I spoke to them, I knew facts, etc. So I just stated it. Je connaissais les faits, etc. Alors je l'ai simplement dit. Maintenant, Washington, D.C., le président Nixon est arrivé en Géorgie en avril,
ou peut-être était-ce déjà mai 1990. Bien sûr, il était un ex-président, mais quand même, vous savez, ce sont des présidents. Et il a rencontré le président Gamsakhourdia, et le compte-rendu de la conversation est publié. Et Gamsakhourdia dit, « Regardez, vous savez maintenant, nous avons déclaré notre indépendance. » C'était, vous savez, 1 an et demi avant, enfin presque 2 ans avant la dissolution de l'URSS. Avril 1990, quand cela a été formellement déclaré. Mais nous recevions toujours de l'argent de l'URSS, recevant, vous savez, du gaz ou autre de la Russie ou du Turkménistan, d'autres républiques. Donc ce réseau fonctionnait, mais formellement, nous l'avons déclaré. Et il a dit maintenant, l'URSS va aussi se dissoudre, a dit Gamsakhourdia. C'est fou. Mais le mal est en Russie. Il avait raison en fait, d'une certaine manière. Donc la Russie, avec tout ce pouvoir nucléaire, etc., restera maléfique pour les anciennes républiques, pour tout l'Occident. Ces minutes sont publiées, comme je vous l'ai dit. Donc vous, les Américains, vous devez le comprendre et vous devez travailler dur pour dissoudre la Russie en morceaux, en toutes les régions. Sinon, la Russie rassemblera ses forces un jour, les mobilisera et, vous savez, envahira. Et Nixon a répondu, vous savez, il a dit, Monsieur le Président, il a dit à Washington, D.C., vous rencontrerez toutes sortes de gens, toutes sortes de personnes. Ceux-là vous diront des choses que vous apprécierez et qui vous rendront heureux, et ceux-là vous diront la vérité. Et je suis ici avec vous pour vous dire la vérité. Et la vérité est que jamais, au grand jamais, les États-Unis ou l'Occident ne se battront contre la Russie ou n'aggraveront leurs relations avec la Russie pour le bien de la Géorgie. Jamais, au grand jamais, croyez-moi. Depuis ce jour-là, Gamsakhourdia était assez en colère contre les États-Unis, etc. Et puis il y a eu les mots de Bush sur les actes fous de Gamsakhourdia, lorsque le père de Bush a dit « Il semble que le président Gamsakhourdia en Géorgie essaye de nager à contre-courant ». À quoi Gamsakhourdia a immédiatement, il était si intelligent, fait sa célèbre réponse « Il semble que le président Bush, président des États-Unis, ait oublié que seuls les poissons morts suivent le courant. » Et les gens étaient si fiers, et ils ont commencé une grève de la faim. Ils sont venus des villages à l'avenue Roustaveli, comme maintenant. Ils ont installé des tentes là-bas et ont commencé une grève de la faim avec le slogan « Le président Bush doit démissionner ». Cela a duré, vous savez, plusieurs semaines, le slogan, et ils mouraient de faim là-bas. Eh bien, formellement, officiellement, affamés, parce que c'était une grève de la faim. Mais mon ami m'a emmené là-bas, juste pour voir cette, vous savez, incroyable performance. Bien sûr, ces tentes, ou comment dire cela, vous savez, eh bien des tentes, je pense, oui, Garavi, oui. Elles étaient pleines de brochettes, de poulet frit ou de porc, peu importe. Il y avait, vous savez, une si bonne odeur là-bas de cette grève de la faim géorgienne. Mais c'était une grève de la faim menée par des Géorgiens contre la politique étrangère des États-Unis à l'époque. Parce que ce type terrible, le père de Bush, a osé insulter notre idole. Eh bien, voici ma question de suivi alors. Donc, nous avons la Géorgie au bord de l'effondrement. Nous avons un ancien président des États-Unis que j'ai toujours pensé être un homme très intelligent et astucieux, Nixon. Exactement. Malgré toutes ses erreurs, je pense qu'il était particulièrement habile dans le domaine des relations internationales. Et puis vous avez Bush Sr. avertissant soit directement, soit implicitement, explicitement, de ralentir avec le nationalisme. Et pourtant, évidemment, nous savons ce qui s'est passé. Le reste appartient à l'histoire. Pourquoi pensez-vous qu'ils n'ont pas écouté? Était-ce du pur nationalisme, juste stupide? Était-ce une combinaison de certains éléments secrets, vous savez, des anciens éléments du KGB influençant cela? Bien sûr, bien sûr. Qu'était-ce? Était-ce une résistance purement organique à une idée de leur indépendance en Géorgie?
Ou était-ce une combinaison d'une sorte d'implication politique venant également du Kremlin? Le Kremlin était impliqué. Ce conseil, vous savez. Kremlin was involved. Gamsakhourdia made angry speeches. Oui, Gamsakhourdia a fait des discours en colère sur les États-Unis, disant que les États-Unis, comme vous savez Trump maintenant, mettent leur nez, vous savez, et font, vous savez, des coups d'État partout. Et il y a, vous savez, juste quelques personnes à Wall Street qui sont les dirigeants du monde, etc. Donc il croyait vraiment, vous savez, je connais très bien son fils, Constantine, je vous le dis, c'est confidentiel, il me disait cela. Vous savez, la politique mondiale est la politique, vous savez, de, vous savez, 5 ou 6 riches types aux États-Unis. Maintenant, c'est plus proche de la réalité. Nous avons vu le groupe de la Silicon Valley, Elon Musk et Peter Thiel et d'autres, vous savez, mais à cette époque-là. Donc, et vous savez, dès que Gamsakhourdia a commencé à le dire publiquement et que Bush a critiqué Gamsakhourdia, c'était fini. Parce que les foules criaient Zviad, Zviad, Zviad tous les jours. D'énormes foules. Zviad, Zviad every day. Huge crowds. You know that in 1989, not being president, Vous savez qu'en 1989, n'étant pas président, Gamsakhourdia a dit « Maintenant nous devons faire plier le Kremlin. Nous devons fermer notre chemin de fer à Samtredia et bloquer le Kremlin. Et le Kremlin se mettra à genoux. » Il n'y avait donc aucun moyen de faire comprendre aux gens que Samtredia est au cœur de la Géorgie. Et si vous bloquez le chemin de fer de Samtredia, cela nuit beaucoup à la Géorgie. Cela nuit également à l'Arménie et en partie à l'Azerbaïdjan. Et la Géorgie aura une énorme dette après cela, parce que vous savez, il y avait des amendes pour de telles choses. Et le Kremlin ne se mettra pas à genoux. Quiconque dirait cela, êtes-vous fou? Napoléon a passé des jours au Kremlin et dormait dans le lit de l'empereur Alexandre le Grand. Mais le Kremlin ne s'est jamais agenouillé. Après cela, Napoléon a dû fuir, et l'empereur Alexandre est entré à Paris sur un cheval blanc. Emperor Alexander entered Paris on the white horse. Yeah. Can I just ask you, like, how does this Puis-je vous demander, with what we saw comment cela se connecte-t-il avec ce que nous avons vu, ou ce que vous avez vu, dans les années 1990 et au début des années 2000, menant à la prise de pouvoir de M. Saakashvili et à l'alignement de la Géorgie sur des politiques très étranges en Occident qui, 10 ans auparavant, auraient été impensables, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un a dit à la Géorgie que l'Occident ne viendrait jamais se battre pour la Géorgie, n'est-ce pas? Mais ensuite, l'idée est apparue que c'est ce que l'avenir serait. L'avenir de la Géorgie est en Europe et dans l'OTAN, jusqu'au point où Saakashvili a osé même essayer et se battre avec la Russie en 2008. Comment cela s'est-il produit? with Russia in 2008? How did that happen? Yeah, it happened through, some Oui, cela s'est produit, vous savez, pendant une période de transition, parce que lorsque Shevardnadze est arrivé en Géorgie après ce coup d'État et les combats dans les rues, il n'y avait déjà plus de pain, plus de ravitaillement. Et les gens étaient vraiment en détresse, oui, déjà, mars 92. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, les rumeurs disaient que Bush est l'ami de Shevardnadze. Genscher est un proche ami de Shevardnadze, peu importe. Maintenant, Shevardnadze introduit le Deutsche Mark en Géorgie. Encore une fois, nous sommes, vous savez, dans une mauvaise situation en effet. Mais maintenant, eh bien, peut-être dans 2-3 ans, d'accord, nous serons mieux en Géorgie, parce que tout le potentiel est encore là. Mais Shevardnadze peut le faire. En effet, James Baker est immédiatement arrivé en Géorgie, exprimant son plein soutien à Shevardnadze. expressed his full support to Shevardnadze. Embassies started to open in Georgia first. Lorsque les ambassades ont commencé à s'ouvrir en Géorgie pour la première fois à l'époque de Gamsakhourdia, nous étions isolés de l'Occident. Aucune ambassade n'a été ouverte du temps de Gamsakhourdia. Puis les Américains en ont ouvert une. Eh bien, Genscher est arrivé. Genscher a amené avec lui un ambassadeur et il a demandé à cet homme de rester en Géorgie. Il ne l'a pas ramené. Ainsi, l'aide a commencé à affluer, l'aide humanitaire. Le président Shevardnadze, il n'était pas du tout président. Il était une figure symbolique, comme un coordinateur de ce conseil d'État, qui était un conseil militaire avant le putsch.
et il les a exhortés à changer le nom. D'accord? Mais il a rencontré le président Bush. Et il y avait une énorme file d'attente, et tout le monde essayait. Il est allé à l'étranger pour un sommet. Je ne peux pas le vérifier maintenant. Et tout le monde a essayé de parler à Bush, mais Shevardnadze, il était si intelligent en diplomatie, il est juste resté là à proximité sans rien dire. Alors Bush lui a crié, « Edward, tu es là, dis-moi, comment puis-je t'aider ?» Et Shevardnadze lui a dit, « Nous avons besoin de mazout et de blé. Deux choses. » Donc, le mazout, vous savez, le mazout est du carburant diesel, comme le carburant diesel pour les centrales électriques. Vous savez. Et le mazout a commencé à affluer en Géorgie. Bush a immédiatement signé quelque chose pour 90 millions de dollars américains. Et puis Shevardnadze a commencé à traiter avec l'ONU. Et c'est ainsi qu'il m'a mentionné d'ailleurs. Je suis apparu dans le champ de vision de Shevardnadze, disons, pendant ces jours-là. Je travaillais déjà comme assistant du vice-premier ministre Kavsadze pour les relations interethniques et les droits de l'homme. Vous savez, j'ai quitté la physique. Et je n'ai jamais été membre du Komsomol, malgré le fait que toutes les personnes de mon âge étaient automatiquement membres, sans parler de tout travail pour le Parti communiste. Peu importe. J'étais juste un physicien. Et je travaillais dur, vous savez, bien sûr, clandestinement pour la chronique des événements courants. Oui, en diffusant toute cette littérature, etc. Eh bien, mais Chevy a fait de son mieux. Il a été annoncé qu'ils allaient nous accepter à l'ONU, et nous sommes devenus membres de l'ONU, etc. Donc, la même année, 1992, je pense que c'était l'été, nous sommes devenus membres du Conseil de l'OTAN, le soi-disant Conseil. Oui. Donc, maintenant, cette idée que nous profitons de l'aide de l'Occident, parce que la Russie n'a pas pu fournir d'aide. Mais Shevardnadze disait toujours que seules des relations normales, bonnes et amicales avec la Russie pouvaient garantir l'intégrité territoriale et la sécurité de la Géorgie. Je peux sauter et vous dire comment en 1995, avant les élections, vous savez, Shevardnadze en tant que président, avant qu'il ne soit président, il était président du Parlement, et nous, le Parlement, l'avons élu chef de l'État. Et avant cela, il a rencontré Tchernomyrdine et il a signé un accord pour garder les bases militaires russes pendant 25 ans. Peu de gens s'en souviennent maintenant. Il l'a signé et nous étions la seule république à le faire volontairement. 25 ans pour que les bases russes restent en Géorgie. Et puis, il a prononcé son discours historique à la télévision. Il a dit, hier ou peu importe, je l'ai signé. Nous avons pris cette décision, je l'ai signée, que les bases militaires russes resteront en Géorgie pendant au moins 25 ans. Alors la question se pose, pourquoi? Il n'y a pas une seule nation souveraine dans le monde qui soit heureuse d'avoir des bases militaires d'un État étranger sur son sol, d'accord, a-t-il dit. Et c'est vrai. Et puis on peut dire, et regardez nos voisins, la Turquie, membre de l'OTAN. Nous avons des relations parfaites avec la Turquie. Regardez l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Des relations parfaites et même fraternelles nous lient aux deux États. Et il avait raison, il était si proche, ami d'Aliyev et de Demirkan et d'autres, vous savez. Il était lui-même très respecté, et les relations étaient parfaites. Alors pourquoi diable avons-nous signé cela? Il a dit que c'était le seul moyen de calmer notre grand voisin du Nord, la Russie. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen de sauver la Géorgie d'un démembrement futur. Vous savez, il y avait déjà des casques bleus en Abkhazie, en Ossétie du Sud. Soukoumi est tombé en septembre 1993. Oui. Donc en fait, j'avais déjà lu ces rapports secrets du KGB russe, du FSB à l'époque, sur ce plan de carrousel en Géorgie pour démanteler l'Adjari, le Samtskhe-Javaketi, le Kvemo-Kartli, la Mingreli, etc. Donc 7 régions hors de la Géorgie au lieu de la Géorgie.
etc. So 7 regions out of Georgia instead of Georgia. The only way to do it. And this is right way. La seule façon de le faire. Et c'est la bonne façon, a-t-il dit publiquement. Et c'était, vous savez, vraiment bien. Oui. Et à propos de la Russie, vous savez, les gens oublient les choses, bien sûr. Seuls les professionnels s'en souviennent. Sukhumi est tombé le 27 septembre 1993. Alors, que se passait-il les 2 et 3 octobre de la même année, 4 jours, 5 jours après la chute de Sukhumi? Ils se battaient intensément à Moscou. Les chars tiraient sur la maison de la Douma, la Maison Blanche. Les chars utilisaient, vous savez, cette artillerie spéciale. Balles, pas des balles, mais bien, obus. Obus, oui, des obus qui n'explosaient pas juste pour détruire les murs, vous savez. That were not exploding just to crush walls, you know. But they were standing there and directly shooting at. Mais ils se tenaient là et tiraient directement sur la Maison Blanche où, vous savez, Asbulatov, Rutskoy et quelques généraux russes étaient assis et combattaient. Et ils ont perdu la plupart des gens à Moscou, surtout à la tour de télévision Ostankino, en se battant pour elle. Certaines personnes qui sont mortes à Sukhumi pendant cette bataille le 27 septembre. Il y a eu plus de pertes à Moscou, vous savez. Et la presse libre publiait que les mêmes unités de Cosaques et de Tchétchènes qui avaient pris Sukhumi combattaient maintenant à Moscou, défendant la Maison Blanche. Il y avait un déficit de combattants, vous savez. Alors ils ont été amenés par avion de Sukhumi à Moscou pour combattre contre le régime de Eltsine. Dans l'ensemble, il y avait tellement de bouleversements dans toutes les républiques précédentes. De plus, à l'époque, Shevardnadze pensait que la seule façon de s'assurer que les Russes n'auraient pas d'idées encore pires était de signer un accord de sécurité et de s'assurer que la Géorgie serait toujours perçue comme une amie de la Russie, car c'est de là que venait la menace. Exactement, oui. Et vous savez, il avait raison, et cela s'est avéré vrai au fil des ans. En décembre 1999, Eltsine a signé un accord lors du sommet de l'OSCE à Istanbul pour retirer toutes les bases. Yeltsin acceptait. Oui, Yeltsin, oui. Shevardnadze était si intelligent que j'ai vu comment, vous savez, Baker et Genscher, j'étais avec eux, disaient qu'il était une personne unique, avec une vision, et vous savez, peut-être le seul, vous savez, ou avait, eh bien, disons, un leader de niveau international en URSS à cette époque. Il était très intelligent, mais il avait ses limites. En 93, par exemple, Yeltsin a envoyé des émissaires en Géorgie en disant que la situation était difficile. Vous savez, j'ai tellement de problèmes maintenant. Il avait des problèmes. En octobre, il a dû se battre à Moscou pour son pouvoir. D'accord? Alors il a dit, si Édouard Ambrosius Shevardnadze mentionne simplement publiquement qu'il est prêt à rejoindre la CEI, vous savez, CEI, Communauté des États indépendants, SNG, en Russie. Commonwealth of Independent State, SNG in Russia. Perhaps it helps me to count down the generals. Peut-être que cela m'aide à calmer les généraux qui veulent, vous savez, prendre la Géorgie. Peut-être que cela m'aide. Et Shevardnadze n'a pas pu le faire parce que tout d'abord, les gars du KGB au Parlement, les meilleurs patriotes de Géorgie, l'auraient immédiatement proclamé traître à la cause géorgienne, en tant que gars du KGB, vous savez, en tant qu'homme envoyé par le KGB. Et maintenant, c'est clair pour nous. Maintenant, il dit que la Géorgie rejoindra la CEI. Nous et les États baltes étions les seules républiques à avoir survécu sans cette, vous savez, honte. Et maintenant, cet homme nous pousse en arrière. Et il le savait très bien. Et puis Chevy a fait son discours après la chute de Sukhumi. Et Eltsine avait ce problème à Moscou, et il a dit, j'ai pris ma décision. Nous devons entrer dans la CEI, et nous devons le faire. And we have to do it. And Yeltsin immediately answered from Moscow. Et Yeltsin a immédiatement répondu de Moscou de sa manière, vous savez, ivre. Je pensais qu'Édouard Ambrosius était, vous savez, tellement en colère contre moi que nos relations étaient terminées, pensais-je.
Mais maintenant j'entends, je vois que ce n'est pas le cas. J'ai promis à la Géorgie, j'ai promis à Édouard Ambrosius que je résoudrais mes problèmes maintenant à Moscou. Et dès que je les résoudrai, nous allons, vous savez, construire nos nouvelles relations avec la Géorgie. Il l'a fait, d'accord? Et ce qui est important, c'est que Bill Clinton a appelé Chevy en juillet, juste au moment où, vous savez, les émissaires de Yeltsin sont arrivés secrètement. Et il lui a dit deux choses. Tu n'as pas d'issue, a-t-il dit. Je vois. Tu dois entrer dans la CEI. Chevy lui a dit, ouais, je veux le faire, mais dès que je commence à en parler, vous savez ce qui se passe. Il a dit, oui, dommage, mais il n'y a pas d'issue. Vous devez comprendre, Bill Clinton a dit, nous ne pouvons pas aider une république, une ancienne république soviétique, qui est en mauvais termes avec la Russie. Les Russes ne feront jamais confiance à une république qui n'est pas membre de la CEI. La CEI est juste une formalité. Il avait raison. Aucun préjudice à la souveraineté, croyez-moi. Nous étions membres de la CEI et alors? C'était juste, vous savez, un forum pour exprimer à Helsinki nos préoccupations concernant l'intégrité territoriale. Peu importe, rien d'autre. Oui. Donc je vois que vous devez le faire de toute façon. Et une fois que vous le faites, nos mains seront libres pour vous aider davantage, a-t-il dit. Exactement. En 1994, nous sommes allés. Exactly. In 94, we went to. Juste brièvement ici, très rapidement, avant que j'oublie. Alors, pensez-vous que vous attribuez cela? Je veux dire, cela peut sembler très paradoxal aujourd'hui pour la jeune génération, peut-être. Voici le président américain pressant Shevardnadze de rejoindre la CEI. Donc vous pouvez voir que cela nous montre comment le pragmatisme était encore à l'œuvre. Je veux dire, à Washington, ils ne voulaient pas de maux de tête alors que le chaos se déroulait à Moscou. Ils ne voulaient pas de maux de tête dans les anciennes républiques, en Géorgie par exemple, dans ce cas. Et ils voulaient que Moscou se sente aussi à l'aise que possible. Et puis, quoi qu'il advienne par la suite, adviendrait. Mais géopolitiquement, je pense qu'ils voulaient juste avoir une sorte de stabilité à la périphérie de Moscou, alors que la Russie ou l'Union soviétique se désintégrait et que la guerre civile passait à la vitesse supérieure à Moscou. Ils ne voulaient pas que des conflits supplémentaires éclatent dans ces anciens espaces soviétiques. Y aurait-il une raison? I'm trying to save your time. I am free this evening, you know. J'essaie de vous faire gagner du temps. Je suis libre ce soir, vous savez. Mais bon, je saute pour montrer ces moments importants, oui. En 92, en décembre, il y avait Otar Shalikashvili, un colonel de l'armée américaine et frère de John Malchus Shalikashvili, qui était le chef d'état-major interarmé des États-Unis à cette époque. C'était en Géorgie, d'accord? Et John Malchus, étant un grand patriote de la Géorgie, qui venait si souvent nous aider à construire notre armée et qui était un homme intelligent, a fait son discours devant nous, membres du Parlement, non pas en session publique, mais il a parlé à cette opposition folle, et bien nationaliste et patriote, dont la moitié étaient des gars du KGB. Oui, et il nous a dit ceci. Rappelez-vous, à ce stade, vous êtes seuls, vous êtes morts avec la Russie. Rien ne peut vous aider. Nous, les États-Unis, ne pouvons pas vous aider. C'est tellement différent de ce qui est venu plus tard. L'approche au début des années 2000 pour transformer la Géorgie en un champ de bataille contre la Russie. Quand cela s'est-il produit? Ou comment cela s'est-il produit? Vous savez, eh bien, cela s'est passé de manière compliquée, et c'est difficile à croire, mais je vais vous dire la vérité. Cela a commencé avec George Bush Sr. Vous savez, un type idiot qui a regardé dans les yeux de Poutine et a fait sa fameuse déclaration selon laquelle maintenant c'est un homme en qui il peut avoir confiance, etc., etc., un homme bien. George Bush Jr. Junior, bien sûr.
Le père était intelligent, un homme malin, très respecté par Shevardnadze, etc. Mais cet idiot, vous savez George W. Bush, qui a regardé dans les yeux de Poutine et l'a dit, après quoi des informations ont fuité du Kremlin selon lesquelles Poutine a dit « Eh bien, j'ai aussi regardé dans ses yeux, mes amis, et j'ai vu que ce type est un idiot complet qui ne peut rien comprendre des autres. » Oui. Alors George Bush est devenu un grand ami de Poutine. Il a même, vous savez, peint un portrait de son ami Poutine, vous savez, et le lui a offert en cadeau. Vous pouvez voir ce portrait de Poutine peint par George Bush. D'accord. Et ils étaient de très bons amis. Et un colonel, maintenant déjà vous savez colonel, Poutine a été le premier à appeler George W. Bush le 11 septembre. George W. Bush on 11th of September. And the man who was present at this conversation. Et l'homme qui était présent à cette conversation m'a parlé des détails. Alors Poutine a dit, George, il s'appelait George et Vlad. George, il a dit, eh bien, toute ma sympathie, peu importe, je suis ici avec toi, oui, et je te soutiendrai dans ta lutte contre le terrorisme dans le monde, a-t-il dit. Au fait, a-t-il dit, je sais que tu veux allouer certaines bases militaires en Asie centrale. Eh bien, moi-même, je parlerai à tous les dirigeants là-bas pour le faire. Il a parlé, et ils l'ont fait, si tu te souviens. Kirghizistan, etc. Et il a dit, mais tu sais, je pense que tu le comprends, tu sais, je dois mener moi-même certaines opérations antiterroristes. D'abord en Géorgie, dans notre voisinage. Il en parlait en 99, vous savez, quand Poutine n'était que Premier ministre, et a fait ces déclarations selon lesquelles maintenant les guerriers tchétchènes fuient la Russie, la Seconde Guerre mondiale en Tchétchénie, vers la Géorgie. Et que pouvons-nous faire? Nous devons les suivre. S'ils vont en Géorgie, nous irons en Géorgie et les combattrons là-bas. Eh bien, pour faire court, Chevy se rendait en Mingreli pour une visite. C'était une campagne pour le Parlement. Il m'a dit maintenant, nous avons le moment le plus difficile de notre nouvelle histoire. Il s'agit maintenant de la souveraineté. Jamais, même en 91-92, n'avons-nous été si proches de perdre notre État. Tu ferais mieux d'appeler ton ami, tu sais, l'ambassadeur américain, eh bien Yalowitz, Kenneth Spencer Yalowitz, et lui dire que nous sommes en danger. Ils doivent agir immédiatement. J'ai appelé M. Yalowitz, et l'ambassade était au palais Orbeliani à cette époque. Eh bien, à côté de la chancellerie d'État, moins de 10 minutes plus tard, Yalowitz était dans mon bureau, et je lui ai dit mot pour mot. Je lui ai dit, Chevy est parti, je suis ici, et nous sommes en grand danger. Je me souviens d'Yalowitz courant de mon bureau vers l'ascenseur, et mon protocole et moi courions après lui parce que le protocole est le protocole. Oui. Et il a sauté dans l'ascenseur, et M. Strobe Talbot, qui était en route dans son avion d'Istanbul à Washington, très semblable à Primakov, a tourné son avion et est revenu à Tbilissi. Et Chevy est arrivé le soir. Nous avons rencontré Strobe Talbot. Et Strobe Talbot est un homme gentil, un homme intelligent, et il s'est envolé pour Moscou. Et Strobe Talbot écrit dans son livre, dans le livre de Ron Asmus, dans cette introduction, « Ce jour-là, nous avons pu arrêter une invasion. » Monsieur Mamradze, pouvez-vous répéter quel jour, quel mois, en 2001 ou 2002, c'était lorsque vous craigniez une invasion de la Russie? Non, non. C'était en 99 septembre, peut-être le 3 septembre. Je peux facilement vérifier dans mes notes, etc. C'était le jour... Non, non. Plus tôt. Septembre, c'était quand Eltsine a appelé Chevy avec un terrible, vous savez. Mais vous savez, c'était quand Poutine a fait sa déclaration que nous devons suivre, notre armée doit suivre les guerriers tchétchènes qui fuient de Tbilissi, de Tchétchénie vers la Géorgie. Des terroristes, parce que tous les Tchétchènes étaient, vous savez, qualifiés de terroristes, si vous vous souvenez. Donc, nous devons combattre les terroristes. Vous savez, si vous trouvez des terroristes dans les toilettes, a-t-il dit,
quand des maisons ont explosé ici à Moscou, nous les tuerons dans les toilettes, pour hommes ou peu importe. Maintenant, il a dit, s'ils fuient en Géorgie, nous les suivrons en Géorgie et les combattrons en Géorgie. Oui. Donc, Eltsine a appelé Chevy, etc., demandant déployer des forces. Il n'était pas, vous savez, je veux dire, Poutine n'était pas président à ce moment-là, bien sûr. Oui. Donc je saute en fait, parce que vous avez mentionné 2001. Oui, je saute. Vous savez, c'était 99. Je reviens quand Poutine a fait sa déclaration. Oui. D'accord. Et nous avons été sauvés parce que les Américains étaient impliqués. Et Strobe Talbot le décrit en disant que nous avons rendu tout le respect dû à la Russie, une superpuissance. Nous avons utilisé nos meilleurs, Madeleine Albright, moi-même, etc., pour calmer la situation. Clinton a parlé personnellement à Poutine. C'était la première rencontre de Poutine avec Clinton à ce moment-là, vous savez. Et Clinton a dit depuis Copenhague, « Oh non, nous respectons les frontières de la Géorgie. Nous respectons la souveraineté de la Géorgie. Nous n'entrerions pas, vous savez, en Géorgie pour quelque raison que ce soit. » Donc la situation s'est calmée. Et vous savez, Poutine à cette époque, et vous savez, Strobe Talbot fait juste des comparaisons. En 2008, il écrit « L'administration américaine a agi de manière très différente, dit-il, Strobe Talbot. Maintenant, vous vous souvenez de Poutine à cette époque, dans ces années-là. L'Amérique est notre ami, déclaration de Poutine. Quiconque dit que l'Amérique est notre ennemi se trompe beaucoup. L'Amérique est notre ami. Et vous savez, l'OTAN est là, et pourquoi ne pas entrer dans l'OTAN? Les paroles de Poutine sur l'adhésion à l'OTAN, etc. Et puis passons à 2001, septembre, et les conversations que George, maintenant déjà George Bush bien sûr, je soutiendrai tous vos efforts, votre lutte contre le terrorisme dans le monde. Je dirais aux dirigeants d'Asie centrale, vous savez, si vous voulez déployer vos, vous savez, bases là-bas, il en avait besoin. Il était impossible pour la Russie à cette époque de fermer la frontière avec le Tadjikistan. Tous ces drogues, armes, etc. circulant dans les deux sens. Oui, et ainsi de suite. Et puis il a dit, mais vous savez, nous avons nos problèmes en Géorgie. Le KGB a amené ce type, Ruslan Gelayev, et ses 40 soldats dans les gorges de Pankizi, KGB, depuis le tunnel de Rocky, et il y avait toujours un prétexte. En conversation privée, Poutine disait à Shevardnadze, ce sont de bonnes personnes. Gelayev et ces gens là-bas, ils ne vous posent aucun problème, n'est-ce pas? Alors Shevardnadze disait même que peut-être Poutine avait besoin de Gelayev un jour pour être à la tête de la Tchétchénie, parce qu'il pouvait lui parler, Ruslan Gelayev. Et puis cette conversation avec Poutine, avec Bush, et l'homme qui m'en a parlé a dit, Bush a immédiatement regardé Condoleezza Rice et a fait signe que non. Et Bush a dit, eh bien Vlad, nous avons convenu, toi et moi, que nous aiderions la Géorgie à construire ses institutions, à combattre les terroristes, peu importe, avec notre aide mutuelle. Continuons cette collaboration concernant la Géorgie. Donc, c'était un refus. Et Poutine l'a pris très à cœur, bien sûr. Vous savez, j'ouvre mon cœur, offrant tout ce que je peux. Et même à propos de la Géorgie, vous êtes sur le point de maintenir votre présence là-bas de toute façon. Donc, ça a commencé. Et vous savez, il y avait bien sûr des problèmes concernant les bases militaires et autres. Et Saakashvili a fait des promesses à Poutine personnellement pour maintenir un centre conjoint antiterroriste fort, un centre russo-géorgien à Gonyo, près des frontières de la Turquie. Et puis il a trompé, vous savez. Je peux raconter votre histoire. Je suis désolé car nous avons déjà largement dépassé le temps, en fait, plus que d'habitude. Mais je dois juste vous poser une dernière question. Diriez-vous que le processus de perte de confiance entre Moscou et Washington a été un processus sur de nombreuses années
qui a également traversé l'expérience des anciennes républiques, comme la Géorgie, où Moscou a été peu à peu aliéné de ses anciens amis et alliés. Je veux dire, toutes ces républiques travaillaient ensemble, et puis non pas les perdre, mais perdre la connexion avec elles, petit à petit. Et cela a été influencé par les politiques américaines, pas nécessairement par des politiques individuelles, n'est-ce pas? Et de petites décisions individuelles ont fait que ce processus s'est produit. Yeah. In 2004, Saakashvili En 2004, Saakashvili est entré en Adjarie. was taken by Aslan Abashidze a été emmené par Lushkov, le maire de Moscou, qui a volé avec son avion personnel, pas par Igor Ivanov, mais par Lushkov. C'était, disons, un cadeau de Poutine. Poutine a donné des ordres stricts à la base militaire russe, qui était en fait sous Aslan Abashidze, de ne pas y mettre le nez. Malgré le fait qu'Abashidze était si proche d'eux, les payait, etc., ils ont obéi. Et l'ambassadeur russe, avec qui j'ai grandi dans une cour à Tbilissi, Shikishvili, qui vivait alors en Russie et est revenu comme ambassadeur de Géorgie, m'a dit non, non, maintenant ce sera calme. now it will be calm. Et puis Saakashvili a trompé Poutine d'une manière incroyable. Il a lancé une attaque humanitaire sur la région de Tskinvali, malgré leur accord oral mutuel qui avait été conclu à Moscou lorsqu'ils se sont rencontrés au début de 2004. They met in 2004, early 2004, you know. And then he started to use force. Et puis il a commencé à utiliser la force, et le 9 août 2004, la 58e armée russe arrivait à toute vitesse en Géorgie par le tunnel de Rocky. Et je criais tous les jours. J'étais chef de cabinet de Zvania à l'époque. J'ai dit, c'est un désastre. Et les Américains criaient à Saakashvili, arrête ça. Et seulement le 19 août, quand tout était perdu, et que les télévisions russes nous montraient toutes ces lignes de chars s'approchant du tunnel de Rocky du côté russe, etc., vers Tskinvali, Saakashvili a fait sa déclaration célèbre selon laquelle nous célébrons notre victoire, nos hauteurs stratégiques, 4 ans avant août 2008. Nos têtes dirigeantes sont maintenant entre les mains de notre armée, mais maintenant, ils veulent brûler toute la Géorgie, eux, sans mentionner la Russie. Donc toute la Géorgie périra. Not mentioning Russia. So entire Georgia will perish. As president, I am against it. I issued order. En tant que président, je suis contre. J'ai émis un ordre pour rapatrier toutes nos forces héroïques de la région. Et encore une fois, avec l'aide des Américains, l'armée russe s'est arrêtée et est partie. Mais c'était, vous savez, tellement difficile, tellement difficile. En 2006, en janvier, l'ambassadeur de Russie, Shikishvili, m'a appelé tard dans la nuit en disant « Commencez-vous une guerre avec la Russie ?» J'ai dit « Quoi? Comment ?» Il a dit « Notre chef d'état-major, vous savez, a ordonné d'être prêt en 20 minutes. Que se passe-t-il ?» À Gonia, il y avait un endroit spécial où de grands navires de la marine russe venaient prendre des chars et de l'artillerie pour les emmener hors de Géorgie. Toutes les bases sont parties, mais il restait un petit endroit avec beaucoup de cette artillerie et de ces chars. Donc ils venaient et gardaient, vous savez, du personnel là-bas pour le faire. La télévision le montrait. And keeping, staff there to do it. TV was showing it. And now Kruashvili, Minister of Defense of Georgia. Et maintenant, Khrouchtchev, le ministre de la Défense de Géorgie, qui était déjà en compétition avec Saakashvili pour la popularité, a ordonné à ses gars avec des fusils automatiques d'entrer dans cet endroit et de chasser tous les Russes de là. Et Saakashvili m'a dit, je ne peux pas entrer en contact avec Misha Saakashvili. Alors s'il te plaît, agis tout de suite. Alors j'ai appelé le Premier ministre Nogaïdeli, mon bon vieil ami. Oui, je lui ai dit, et il a dit d'accord, d'accord. Il a pris contact avec Saakashvili et cela a été arrêté. Mais pouvez-vous comprendre comment les Russes et les militaires russes se sentaient à propos de toutes ces choses qui se passaient tout le temps là-bas? Et puis Poutine a parlé à Bush et lui a dit, George, si ce client à toi attaque l'Abkhazie ou l'Ossétie du Sud, je le détruirai. Et George a dit, c'est publié. Vlad, crois-moi, je fais de mon mieux pour le calmer. Believe me, I try my best to calm him down. I never ever encourage him, Vlad.
Je ne l'encourage jamais, jamais, Vlad. Et Poutine a dit, je crois. Je sais que tu le fais. Mais le mauvais point, George, c'est que ce client à toi, il t'appelle si souvent, en privé, et tu réponds toujours à son appel. Et pour ce psychopathe, c'est plus que suffisant pour sentir qu'il est protégé par toi et qu'il ferait n'importe quoi. Et c'était la pure vérité, je dois l'admettre. Poutine, gangster, criminel, meurtrier. Comme je l'ai dit à des amis américains de haut niveau, et ils n'étaient pas contents de l'entendre, vous savez, il y a des années. Mais ils disaient la vérité. Et puis il y a eu une terrible erreur. Si j'ai 5 minutes, je vais vous dire quelque chose d'important. D'accord. 2008, Bucarest. Sommet à Bucarest. 2008, Bucharest. summit in Bucharest. Putin arrived and made his speech there. Poutine est arrivé et a prononcé son discours là-bas, disant que jamais nous ne permettrons à ce bloc, vous savez, pas amical, quel qu'il soit, l'OTAN, de s'approcher de nos frontières. Jamais. Vous savez, William Burns écrivant à Condoleezza Rice dans son rapport, « Niet signifie niet », c'est une phrase célèbre. Avant cela, Jaap de Hoop Scheffer, un homme âgé et pas très en forme, mais clair, secrétaire général de l'OTAN, est arrivé aux États-Unis. Et Asimov le décrit. Je le savais, pas du livre d'Asimov, mais vous savez, Asimov le décrit en détail. Il a été bien reçu par Condoleezza Rice et Robert Gates avec une grande déclaration. Et il était secrétaire à la Défense à ce moment-là. D'accord? Et il a été reçu le soir. C'est important. And he was received in the evening. It's important. Dined with them, and they told him, well, Dîner avec eux. now it's so. Et ils lui ont dit, eh bien, c'est fini. Maintenant, c'est tellement calmé. Quoi? Maintenant, le président Bush a accepté de ne pas soulever cette question du MAP pour l'Ukraine et la Géorgie à Bucarest. Nous en avons convenu, vous savez, nous en sommes très heureux, etc. Alors Jaap de Hoop Scheffer, de très bonne humeur, est entré le lendemain, matin, soir et matin, dans le bureau du président Bush. Et George Bush a dit, vous savez, j'ai réfléchi pour moi-même cette nuit, tard dans la nuit, et j'ai pris ma décision. Ce jeune gars, Saakashvili, et la Géorgie, vous savez, ils méritent d'obtenir le MAP. Alors j'ai pris ma décision de faire de mon mieux et de me battre pour que le MAP soit accordé à la Géorgie. Pouvez-vous comprendre cela, vous savez? Can you understand it, you know? Le MAP signifie devenir membre de l'OTAN. Oui. Sorry? Map. Le MAP est le plan d'action pour l'adhésion à l'OTAN. Ah oui, plan d'action pour l'adhésion. D'accord. Pour devenir membre de l'OTAN. It gives you no guarantees, absolutely, just paper invented. Cela ne vous donne aucune garantie, absolument, juste du papier inventé par Václav Havel. Pour encourager les États à croire que vous faites bien, rien d'autre. Comme référence symbolique, je peux vous donner une carte immédiatement. Voici une carte que vous pouvez signer. Il suffit de la coller sur votre mur, etc. Obama nous a sauvés du désastre en 2014 lors des jours de l'annexion de la Crimée. C'est une autre histoire. Et puis Bush l'a fait. Bush l'a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Poutine a dit à George, regarde, Medvedev sera maintenant président. D'accord? Ton mandat est aussi terminé, non? Alors viens avec moi à Sochi, et tu sais, passe un bon moment avec moi à Sochi, nous trois présidents, toi, moi et Medvedev. Bien sûr, Bush a accepté avec plaisir, et Bush est allé à Sochi et ils ont passé un moment incroyable. And they spent incredible time. Dana Perino was informing us and I wrote that Dana Perino nous informait, et j'ai écrit qu'ils étaient là, vous savez, s'amusant et même dansant le kazachok, vous savez, la danse kazachok. Ils s'embrassaient et dansaient autour du feu chaque soir après avoir bu de la vodka et du whisky. Oui, et ils avaient cette bonne conversation là-bas, des relations si proches, si bonnes. Et Poutine mérite, vous savez, une confiance totale. Et puis Poutine a dit, en quelques minutes, pendant la conversation, avant ou après le kazachok, je ne sais pas. Il a dit, Bush, George, encore une fois, si ce client vous attaque, l'Abkhazie ou l'Ossétie du Sud, comme je vous l'ai dit, je l'écraserai. Je vais juste le détruire. Et Bush n'a rien dit. Alors Ron Asmus, dans son livre, dit, de retour à Washington, D.C., quelques jours après, un membre du personnel de Dick Cheney l'a lu et a tiré la sonnette d'alarme, disant que aucune réponse signifie oui. started his alarm saying, no answer means yes.
And they made this meeting of joint staffs, Bush and Cheney. Et ils ont eu cette réunion des états-majors conjoints, Bush et Cheney, et le personnel de Bush a dit « Oh non, le président a fixé sa position sur la Géorgie tant de fois, il n'était pas nécessaire de la répéter encore. » Et c'est tout. Et vous savez ce qui s'est passé. Condoleezza Rice est arrivée le 10 juillet, tenant une conférence de presse avec Saakashvili, disant « Monsieur le Président, nous croyons tous que l'entrée de la Géorgie dans l'OTAN est la meilleure voie, le meilleur instrument pour que la Géorgie rétablisse son intégrité territoriale. » Et elle dit « Monsieur le Président, s'il vous plaît, souvenez-vous, tous les Géorgiens se souviennent. Nous, les États-Unis, nous battons toujours pour défendre nos partenaires. » Et Lavrov a dit le même jour, après avoir rencontré Barabs, « C'est très mal ce qui a été dit maintenant à Tbilissi. » Ils comprendront que c'est simplement contre-productif. Et c'était contre-productif. Eh bien, plus que cela, je peux vous envoyer le merveilleux article de Paul Sanders, notre part de culpabilité à ce sujet. J'aimerais beaucoup le lire. Je suis vraiment désolé. Mon ordinateur portable va s'éteindre dans quelques minutes à cause de la batterie. Je suis vraiment désolé pour cela. Dr Mamradze, nous devons reparler un autre jour, car cette histoire est importante et nécessite plus de temps, surtout après ces jours fatidiques de 2008. Mais je tiens à vous remercier énormément de partager ces informations avec nous. Et vous savez, j'ai toujours pensé à écrire un livre sur tout cela. Disons que j'ai mon livre en géorgien et aussi en russe sur la guerre de 2008. Oui, mais un jour. Donc eh bien, quiconque peut m'aider avec ce livre, je serai très très reconnaissant. Peut-être que nous y travaillerons, certainement. C'est pourquoi nous voulions vous avoir dans l'émission, en raison de votre témoignage direct et de votre connaissance détaillée de ce qui se passait. Oui. Et je suis à nouveau connecté avec mon énergie. Mais je vous encourage à le faire, comme l'écrire. Tout cela de première main. C'est une question de temps. Vous savez, je peux trouver 2 heures comme ça. Mais je suis tellement occupé maintenant avec les conférences et la création de mon lecteur en géorgien. Il n'y a pas de livre géorgien sur la mondialisation et le nationalisme. De plus, il faut gagner de l'argent maintenant en Géorgie pour survivre. Je suis à la tête de ce conseil de l'encyclopédie en Géorgie, l'encyclopédie géorgienne de physique et de mathématiques, etc. Donc, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Peut-être pourrons-nous vous reparler et continuer cette histoire après 2008. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. À vous deux. Merci. À vous deux. Lasha Kazradze, thank you very much for your time today, both of you. Thank you. Thank you both. Thanks. Thank you.